Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison des épisodes de Radio Circulab. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu exceptionnel, disons-le même, pour le podcast, puisque d'habitude, on rencontre plus des entrepreneurs et entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai affaire à quelqu'un qui a non seulement fondé l'Institut national de l'économie circulaire, mais qui a été également député pendant plus de 10 ans. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois pendant ces 10 années, et puis encore récemment. Et c'est là aussi qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire le bilan de ce mandat, de ces 2 mandats, de toute cette période sur l'économie circulaire. Et comme ça, on va pouvoir y voir plus clair. Bonjour François-Michel Lambert. Bonjour Ambry. Très content de te retrouver. Ça fait donc très longtemps qu'on échange. Je me souviens qu'on avait... tu nous avais invité avec Justine en 2016 pour découvrir un peu l'Assemblée nationale et on s'était croisés sur pas mal de conférences. Et bref, c'est très intéressant de pouvoir voir un petit peu l'intérieur du système, mais vraiment une autre facette de comment on fait les lois, de comment on fait bouger les choses. Parce que nous, évidemment, on est plus du côté entreprise généralement. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être vraiment utile et intéressant de prendre ce recul par rapport à cette longue période finalement. Donc voilà, très content de te retrouver. Je partage et merci de l'invitation. Et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir prendre le temps, parce que cette émission nous donne le temps de revenir sur déjà 12 ans et de dialoguer sur qu'est-ce qu'il y a à faire sur les prochaines années. Et faisons-le ensemble. Ouais, tout à fait. J'ai principalement insisté dans ta présentation sur les 12 dernières années, disons. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu souhaites mettre en avant pour que les gens comprennent bien qui tu es? Merci. Alors ouais, effectivement, j'ai été député de 2012 à 2022. J'ai lancé la dynamique de l'économie circulaire et tu étais là en février 2013 lorsque Tout à fait. on l'a présenté à l'Assemblée nationale. Ça a été une surprise pour moi de voir l'enthousiasme, mais c'est là que j'ai découvert que d'autres m'avaient précédé, comme toi et ceux qui t'accompagnent et qui t'accompagnaient déjà à l'époque. Et enfin, il y avait un champ politique qui embrassait ce sujet de l'économie circulaire et qui allait le mettre à l'agenda. C'est ce que nous avons pu faire. Les années ont avancé, on a eu des victoires, le premier amendement qui est présenté, le premier amendement qui est gagné, la conférence environnementale en 2013, la conférence spécifique dédiée et unique, d'ailleurs il n'y en a pas eu depuis malheureusement, une conférence sur l'économie circulaire sous le patronage du ministre de l'écologie, à l'époque c'était Philippe Martin, dans ma circonscription, avec tous les acteurs, avec une feuille de route. Cette feuille de route est reprise par Ségolène Royal. Il faut quand même expliciter que tout se construit, c'est pas dans le temps. Et elle dit, elle souhaite, et elle le fait, l'introduire dans la loi transition énergétique pour une croissance verte, de son petit nom TECV, l'acronyme. Et un an plus tard, donc là on était en 2014, un an plus tard, août 2015, cette loi est adoptée avec un chapitre entier dédié à l'économie circulaire, une définition qui vient de la capacité de l'Institut à rassembler les apports des uns et des autres et à construire une approche commune. Et cette définition est très solide puisque elle est publiée en 2015, elle aura 10 ans l'été prochain et elle n'a jamais été requestionnée. Elle correspond fondamentalement à l'esprit des trajectoires dans lesquelles on doit s'inscrire, et elle est même inspiratrice d'une certaine façon de la définition que l'Union européenne reprendra après. Donc, et puis après, il y aura la loi AGEC, il y aura d'autres dynamiques. On va y revenir, mais justement, de tout cet engagement et puis de toute cette dynamique collective, quels sont les principaux enseignements que tu en ressors? Alors, je vais être un peu direct et on s'est dit qu'il fallait dire les choses. Il faudrait retrouver l'esprit de cette période qui était d'une vraie volonté de transformation avec un enthousiasme qui n'était pas une reprise du terme économie circulaire, qui parfois peut être détourné de la définition. Moi, chaque fois, je renvoie sur la définition, et l'AFNOR l'ISO et l'AFNOR viennent de sortir une définition en juin. Il faut s'y référer et ne pas inventer sa propre
approche de l'économie circulaire. Donc ça, c'est l'élément important. Et aujourd'hui, pour répondre un peu indirectement, j'ai participé à la fondation d'une société savante de chercheurs en économie circulaire. Pourquoi? Cette société cette société savante qui s'appelle l'Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire, AIFREC, rassemble 150 chercheurs, plusieurs labos, des entreprises, des associations, des collectivités. Elle débute, hein. Nous avons tenu un congrès en juin dernier dédié à l'économie circulaire, un très, très beau congrès avec 300 personnes et 130 contributions, on en reparlera. Mais ce qui est majeur dans cette société savante, et pas qu'elle existe, c'est qu'elle elle revient sur les fondamentaux de l'économie circulaire qui pose question sur notre modèle économique et qui ne cherche pas à le corriger, mais qui cherche à le transformer. C'est ce que nous avions dans les années 2013-2017 et qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, et notamment grâce à l'apport, en complément des autres dynamiques comme celle que vous portez, en complément des autres dynamiques, il nous faut avoir la capacité à construire un récit de cette transformation profonde de notre modèle, qu'on peut appeler économie circulaire ou autre, mais qui ne peut plus perdurer. Chacun connaît les limites de la planète. Fin juillet, l'humanité a dépassé la capacité de la planète à se régénérer. Pour la France, c'est dès le mois de mai si tout le monde consommait autant que nous. Oui, complètement. Et justement, c'est intéressant que tu évoques le fait que l'économie circulaire est un peu mal utilisée, enfin le terme en tout cas, et il y a quelques mois, on faisait un bilan avec Justine et Fabrice d'un événement auquel ils avaient participé. C'est le World Economy Forum, Circular Economy Forum. Et en fait, c'est hallucinant, on va dire, la réappropriation des termes et surtout où finalement, la plupart du temps, notamment dans les milieux anglo-saxons, on se rend compte que l'économie circulaire, on ne voit que la partie efficience, c'est-à-dire faire plus avec moins, mais pas du tout sur la notion de sobriété ou sur la notion d'impact positif pour les écosystèmes vivants ou pour les territoires. C'est notamment là-dessus que tu veux te battre avec cette nouvelle société savante. Alors, nous avons eu un autre rendez-vous de recherche, hein, et c'est très bien qu'émission, c'est la première fois où je m'exprime après ce rendez-vous, qui était vendredi, samedi dernier, donc fin septembre. Alors, on est le 2 octobre 2024, pour ceux qui nous écouteraient bien plus tard. Voilà, fin septembre 2024, les rencontres internationales sur les organisations et le développement durable, c'est des chercheurs francophones qui se sont réunis à Bruxelles. Et il y avait une thématique, une des 3 thématiques majeures était sur l'économie circulaire, mais avec le terme l'économie circulaire forte, qui est une approche du chercheur Franck Agéry, et qui justement re-questionne sur l'utilisation du terme économie circulaire. Il met d'ailleurs en contrepoint l'économie circulaire faible pour dire que ce n'est qu'une correction du système, gérer des déchets, etc., et non un re-questionnement de notre modèle. Or, aujourd'hui, nous devons re-questionner notre modèle, justement de ce que nous avons dit tout à l'heure. L'humanité consomme 100 milliards de tonnes de matières premières vierges par an, quand la planète est en capacité d'en régénérer 50 milliards, donc 2 fois trop. La question de l'économie circulaire telle qu'elle a été réappropriée dans des milieux anglo-saxons, mais pas que, doit être posée, et même la question du terme économie circulaire, s'il ne se raccroche pas au réel, n'a plus de sens. Et je pense que pour les entreprises, c'est extrêmement difficile, parce que vous avez des entreprises qui ont une transformation profonde, qui décident de ne plus vendre leurs produits, mais de vendre l'usage, donc de fabriquer moins, d'allonger la durée de vie des produits, de les réparer, de dialoguer avec les utilisateurs pour un meilleur usage, etc. Donc faire baisser l'empreinte matière, on reviendra sur l'empreinte matière, et ils sont dans l'économie circulaire, donc ils peuvent mettre dans leur bilan, nous faisons de l'économie circulaire, et puis à côté, leur voisin dira qu'il fait de l'économie circulaire parce que les déchets de sa production de jus de fruits, là, les pulpes qui peuvent rester, il les aura donnés aux cochons, effectivement. C'est une sorte d'économie circulaire, mais ça n'a aucun ratio, aucun rapport
possible entre l'un et l'autre. Il y a une inéquité dans l'utilisation des termes économie circulaire. Les efforts sont pas du tout les mêmes, mais il y a aussi beaucoup d'abus de langage. Tu parlais à travers ton exemple d'économie de fonctionnalité. Il y en a qui font juste de la location et qui sont capables de dire qu'ils font de l'économie circulaire, alors que bon, effectivement, l'économie de fonctionnalité va impliquer de repenser la façon dont on conçoit le produit, la façon dont on a une relation avec les clients, avec les fournisseurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus de langage. Et justement, alors, on a un peu passé vite sur cette première question, mais qu'est-ce que tu retiens de toutes tes années, l'enseignement majeur que tu retiens de la création et puis de la gestion, disons, de l'Institut de l'économie circulaire, enfin, l'INEC désormais? C'est une structure qui porte, et j'invite chacun à regarder ce que fait l'INEC, évidemment, qui porte une dynamique collective, qui rassemble donc des entreprises, des collectivités, quelques grandes écoles, des associations évidemment, pour faire du lobby au sens relations publiques, intervention dans le champ politique. Mais en face, aujourd'hui, force est de constater qu'on a plus de réceptacles. L'économie circulaire est dispersée. Quand c'était dans le cadre de la loi portée par Ségolène Royal, la loi TECV, on avait un cadre qui permettait de construire. On a eu la loi AGEC, on a eu une ministre qui n'était plus au sein du ministère de la Transition écologique, mais au sein de Bercy, c'était Olivia Grégoire, qui portait l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il nous faudrait retrouver ces années d'un dialogue avec un partenaire au sein du gouvernement, que ce soit un ministre, une ministre, ou que ce soit un délégué interministériel, ce serait peut-être même plus judicieux, qui ait une vraie capacité à avoir une vision systémique et ne pas juste corriger les défauts du modèle actuel. Et ça, c'est la très grande difficulté. Dans les lois de 2015, j'avais fait passer l'article 74, chacun regardera, qui toujours est actif aujourd'hui et qui impose, dans le pilotage des politiques publiques de l'État, donc le gouvernement, de baisser notre consommation de matières premières par rapport à notre PIB. C'est-à-dire avoir un PIB qui croît et une décroissance de notre consommation de matières premières. Cet indicateur est mal construit, mais au moins il devrait être repris, ça c'est un des enjeux, mais au moins il permettait de dire au gouvernement: faire de l'économie circulaire, c'est pas déposer ici l'interdit des pailles plastiques, il faut le gagner, de se battre pour plus de réparation avec une TVA circulaire ou avec un bonus à la réparation. Ça doit, comme pour le budget de l'État, comme pour l'impact CO2, se raccrocher à un indicateur global qui permet de s'assurer que l'ensemble de notre modèle va dans le bon sens. Or, aujourd'hui, on ne sait plus dans quel sens va le modèle en rapport à l'économie circulaire, ou plus exactement, en rapport à notre empreinte matière. Et par rapport à cette décorrélation, finalement, entre PIB et consommation de matière, Jean-Marc Jancovici revient souvent dessus, sur le fait que on n'a jamais véritablement réussi cette décorrélation. Est-ce que tu penses que tu le ferais différemment, cet article, ou par rapport au recul que tu as désormais, quels apports tu ajouterais à cet article? Alors, pour être très technique, cet article se rapproche à la consommation intérieure de matière, c'est-à-dire ce que nous consommons comme matière à l'intérieur de notre souveraineté, notre territoire. Or, le vrai indicateur, c'est celui qu'on appelle empreinte matière, c'est-à-dire tout ce que nous empruntons à la Terre pour pouvoir servir notre modèle de consommation. Et lorsque vous achetez un smartphone, il n'y en a aucun qui est fabriqué en France. Il est fabriqué avec des matières premières issues d'autres continents. Et c'est 400, 500, 700 kilos pour un smartphone de 200 grammes. C'est ça l'empreinte matière. Ce ne sont pas les 200 grammes de votre smartphone. Ce sont les 500, 700 kilos
nécessaires d'extraction de matières premières, nécessaires à sa fabrication. De traitement, etc. Exactement. Et en plus, ce sont que des matières vierges. Et très souvent, quasiment exclusivement des matières vierges. Or, mon amendement de l'époque se raccrochait aux 200 grammes de smartphone. Donc, à la consommation intérieure de matière, il disait, j'ai acheté un smartphone, tu as une charge de 200 grammes. Non, j'ai une charge au sens de la planète qui ne voit pas les frontières, de 500 ou 700 kilos. Et ça, ce serait le grand changement. Ce qui est intéressant, c'est que, cependant, il a inculqué l'idée que, à côté du PIB, nous avons plusieurs indicateurs à mettre en œuvre. On a l'indicateur CO2, tout le monde le sait. Et bien, maintenant, il nous faut un indicateur empreinte matière, parce que l'empreinte matière, les travaux de l'ADEME récents, d'autres travaux démontrent qu'elle est hyper stable depuis 20 ans, et que ce que nous ne prélevons plus sur notre territoire, nous le prélevons ailleurs à cause de la désindustrialisation. La consommation, elle continue à tirer, et la consommation, notamment sous le format d'acquisition et non pas sous le format d'usage, continue à tirer des produits manufacturés qui eux-mêmes génèrent des prélèvements de matière sur la planète. Et justement, alors ces nouveaux indicateurs, tu as raison, ils sont de plus en plus considérés. J'ai même entendu Gabriel Attal s'enorgueillir d'avoir baissé en 7 ans de 20% les émissions de CO2 nationales. On pourrait en reparler. Mais ma question elle porte plus sur la compréhension des enjeux de climat, de ressources, de biodiversité dans le monde politique. C'est difficile évidemment d'en sortir un portrait type, mais estimes-tu qu'on est encore dans le monde politique, je vais le faire de façon un petit peu plus ouverte. Comment estimes-tu la compréhension de ces enjeux-là par le monde politique aujourd'hui? Alors, j'ai été député et je vais répondre indirectement. On est pris au piège, les politiques locaux ou nationaux, on est pris au piège du bruit médiatique, j'y inclus les réseaux sociaux, et donc de la simplification des messages. Aujourd'hui, venir sur un grand média, parler d'empreinte matière et d'expliquer ce que cela implique, ne passe pas, n'est même pas compris. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, et il n'y a pas de formation. D'ailleurs, sur le climat, depuis 2 ans, il y a une formation vers les médias et vers les journalistes pour qu'ils intègrent l'enjeu, ce qui me semble, et je vais être très désagréable, assez extraordinaire. Ce sont des citoyens comme les autres, et il y a énormément de citoyens, l'agriculteur, l'infirmier, la professeure d'école, la directrice d'entreprise, le pompier, peut très très bien regarder les rapports du GIEC et comprendre les enjeux. Et j'ai toujours été très étonné qu'il faille aller l'expliquer aux journalistes. Or, un politique se retrouve face à des journalistes, et le journaliste, s'il n'a pas quelques acquis, il fera un blocage, soit dans un dialogue, soit même, encore pire, pour faire passer un papier dans une presse écrite. Et je ne mets de côté les réseaux sociaux, qui, alors là, c'est encore plus délirant, entre tous ceux qui animent ces réseaux sociaux et qui peuvent raconter de très belles histoires déconnectées de tout fondement. Et donc, le politique, hier, et je l'ai connu au début de mon mandat de député, disposer d'un certain temps pour poser les bases et les enjeux. Et j'ai encore regardé récemment les publications que j'ai pu accompagner, parce que je n'étais pas le seul, dans des journaux comme Le Monde, La Croix, L'Humanité, un spécial économie circulaire en 2013, tout ceci, et j'en passe, évidemment, Les Échos, etc. Et celle qu'il y a aujourd'hui. Il y a une régression sur le concept d'économie circulaire. Je veux dire, si je retrouve et recroise des journalistes, je leur dis, vous embêtez pas, vous reprenez vos papiers de 4 pages, des 4 pages de 2013, une petite mise à jour, mais vous avez les fondements. Ne reculez pas sur ce qu'est l'économie circulaire, la sémantique, mais surtout sur les fondements qui sont, et nous l'avions présenté à l'INEC dès 2013, qui sont de sortir de notre hyperconsommation de matières premières. C'est la base
de l'économie circulaire. Et c'est pas juste donner de la pulpe de fruits aux cochons, c'est vraiment avoir besoin de beaucoup moins de matière pour vivre au quotidien et de matière, notamment indirecte, la fameuse empreinte matière. Et donc, pour répondre sur les politiques, je ne doute pas. Alors, évidemment, il y en a certains qui sont loin de ça, mais je ne doute pas qu'une grande partie des parlementaires actuels intègrent ceci, mais ils ne sont pas questionnés ni par leurs médias locaux, ni par les médias nationaux. Ils ne peuvent. Donc, c'est difficile il nous faudrait des Brieux et des radios circulaires. Il nous en faudrait des centaines qui leur permettent de pouvoir enfin libérer ce qu'ils savent et ce qu'ils aimeraient dire. Aujourd'hui, ils le professent, mais dans un vide sidéral médiatique. Et c'est ça ma vraie angoisse. Il faut transformer le système médiatique actuel, qui vraiment est peut-être pire, et je ne vais pas me faire des amis, mais qui est peut-être pire que l'offre politique actuelle. Pourtant, c'est pas des plus réjouissantes, mais voilà. Ouais, c'est vrai, quand tu penses à tous les éditorialistes qui font leurs éditos, etc., que ce soit matin et soir, où tu te dis, mais en fait, c'est toujours du commentaire de l'acte politique, enfin des discussions politiques, mais il y a relativement peu de prise de recul, quoi. Et c'est ça qui me choque à chaque fois. Et justement, penses-tu que le mur se rapproche chaque jour de plus en plus par rapport à notre mode de vie, etc. Est-ce que tu penses que les tensions géopolitiques, les événements climatiques qui sont malheureusement quotidiens, où qu'on regarde à l'échelle de la planète, est-ce que tu penses que ça va finir par faire réveiller les gens? Enfin, notamment ce monde politique ou médiatique. Alors, je pense que ce sont les entreprises. Parce que les entreprises, elles ont des supply chains, elles ont des chaînes d'approvisionnement compliquées, longues, elles ont des sites situés dans des zones en danger climatique, elles ont des clients qui évoluent, elles ont des risques divers et variés, et donc elles revoient leur modèle. Et si on garde le terme d'économie circulaire forte de Franck Agéry, où on parlera de l'approche de Walter Staël, elles doivent se protéger en trouvant une résilience dans un modèle qui s'inspire ou qui développe totalement les concepts des chercheurs, comme je viens de citer, Franck Agéry, Walter Staël, et tous les autres que je ne cite pas, puisqu'elles sortent d'une logique d'hyperconsommation de matières premières pour pouvoir fonctionner, délivrer leurs produits, et elles regardent, dans un premier temps, à récupérer des objets, des composants et les réinjecter. Dans un second temps, récupérer de la matière première, à la recycler et la mettre dans une boucle interne fermée, et ça existe. Et puis, dans un troisième temps, de se dire, mais finalement, est-ce que je suis là pour vendre une masse d'objets, ou est-ce que je peux rentrer dans un modèle, on en a déjà parlé un peu en aparté, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure, d'économie de la fonctionnalité, économie de performance, c'est l'approche de Walter Staël. Est-ce que ce n'est pas aussi pour moi, chef d'entreprise, avoir une garantie de survivre à des événements que moi, je sais pouvoir impacter très fortement mon modèle économique. Et c'est plutôt de là que nous allons partir et remonter sur les politiques, parce qu'elles exigeront aux politiques des changements structurels, et donc intéresser enfin les médias de ce point de vue. Un seul et unique exemple, en une phrase, Michelin sait que son accès au caoutchouc est extrêmement compliqué. Voilà des années qu'ils ont basculé leur modèle de vente de pneus aux poids lourds qui tenaient à peine 300 000 kilomètres à une vente en économie de la fonctionnalité. C'est au kilomètre, chacun achète les kilomètres de pneus, et donc ils ont des pneus qui durent 1 million. Ils ont diminué de 300% leur besoin de caoutchouc, et donc ils se sont protégés d'un approvisionnement complexe en matières premières, tout en trouvant un business model et répondant aux besoins de leurs clients. Eh bien, c'est ce qui va advenir pour énormément d'entreprises
elles doivent basculer et changer leur modèle, notamment vers cette approche d'économie de la fonctionnalité. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on ressent aussi depuis de plus en plus depuis pas mal d'années. C'est dès qu'effectivement on touche à la pérennité du modèle de l'entreprise. Parce que autant la plupart du temps, les décideurs et les décideuses en entreprise sont très tournés vers la performance économique à court terme. Mais dès qu'on commence à intégrer la notion de pérennité, c'est-à-dire la quasi possible disparition d'un business model ou d'une entreprise, là tout de suite, les enjeux redeviennent intéressants. Et c'est très intéressant l'exemple que tu donnes sur Michelin, parce que encore récemment en janvier, là, on a fait, une analyse de chaîne de valeur où on a identifié notamment les risques pour une entreprise qui était très dépendante du lithium. Et en fait, ils avaient jamais imaginé ça, mais à la suite, le plan d'action, c'était OK, on met en place un département dédié au reconditionnement de nos produits. Ce qui avait jamais été imaginé par eux avant, mais là, en fait, le constat était tel que, en fait, ils l'ont fait par eux-mêmes, quoi. Et la solution, elle n'est pas si extraordinaire à mettre en œuvre. Non, complètement. Mais elle n'est pas reconnue ni par les politiques et encore moins par le cadre réglementaire et fiscal. Et donc, il faut maintenant revenir vers les politiques, faire une pression. Et à un moment donné, que les médias comprennent. Ouais, Parce que franchement, quand ils nous présentent la refactory de Renault comme étant l'usine de recyclage, il ferait mieux d'aller sur place. Il y a certes un peu de recyclage quand ils peuvent pas réparer des pièces, mais il y a énormément de reconditionnement, de récupération de composants pour les utiliser afin de réparer d'autres véhicules, etc., etc. Ils ne sont pas que sur les voitures. Ils réfléchissent, ils ont aussi des labos pour basculer sur de l'offre d'économie de la fonctionnalité, donc ne plus vendre leur voiture, mais vendre le service qu'apporte la voiture. Et le média, il arrive, il fait un papier, l'usine de recyclage de Renault. Donc, surtout que Renault, pour le coup, était quand même vachement avancé avec son usine de réemploi, remanufacturing de Choisy-le-Roi, qu'ils avaient monté, je crois, des années 70 ou 80. Exactement. Donc, effectivement, si on peut passer à autre chose que du recyclage, ce serait bien. Et, mais je rejoins aussi ton point de vue, c'est-à-dire que d'un point de vue médiatique, ça bouge, mais aussi d'un point de vue syndicats patronaux. Je crois que c'est au mois de juin 2024, le MEDEF a sorti tout un bouquin sur l'adaptation, alors encore limité au changement climatique, mais nécessaire que doivent entreprendre les entreprises. Et ça, il y a encore quelques années, c'était difficile à imaginer, quoi. Exactement. Je travaille en lien avec des acteurs du monde de la logistique supply chain. Ils deviennent centraux, puisque le supply chain manager, un terme un peu abscon, celui qui a une vision depuis le début des premiers fournisseurs jusqu'au dernier des clients, et une vision sur toutes les étapes toute la du chaîne produit, de valeur, toute la chaîne de valeur, commence à exprimer que il y a des maillons faibles, que si un maillon tombe, c'est l'entièreté qui dysfonctionne. Aujourd'hui, pour que ceux qui s'intéressent au monde aéronautique, soit Airbus, Boeing et le troisième constructeur mondial, Embraer, sont tous les trois en incapacité de produire les avions commandés parce que il y a un petit maillon de la chaîne qui dysfonctionne et c'est l'avion complet, donc je fais exprès d'utiliser le monde de l'aéronautique, qui ne sort pas de la chaîne. Donc il peut y avoir un boulon qui manque quelque part, l'avion ne sortira pas. Je suis pas pour la reproduction de masse d'avions, mais c'était pour l'image des uns et des autres. Or, la capacité et le monde de l'aéronautique a lancé un tarmac Aerosave à Pau, maintenant en Espagne et bientôt dans d'autres pays, pour déconstruire les avions. Certes, pour recycler la matière dont ils ont besoin, parce qu'ils ont des matières très spécifiques, pour répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi pour récupérer des composants qui pourront être qualifiés et réutilisés en réparation sur d'autres avions et acquérir, tu l'as dit tout à l'heure, Brieux, de l'expertise pour éco-concevoir les futurs avions afin de faciliter l'allongement de durée de vie, soit de l'avion, soit des composants qui assemblent l'avion. Et ça, ce sont des acteurs économiques qui n'attendent pas le politique et encore moins les médias pour avancer. Qui connaît
Tarmac 2 à Pau, d'Aerosave, pas grand monde, alors que ça devait être un site qui serait à la une de Libé, de Monde, du Figaro, des Échos, pour être montré comme des bouleversements, plutôt que de mettre à la une la chaîne de construction d'Airbus, qui est importante certes, mais qui ne peut pas rester seule et unique comme modèle médiatique présenté. Alors, deux remarques par rapport à ce que tu dis. Effectivement, on est dans des chaînes de valeur complètement mondialisées et l'exemple que tu donnes est très bon. C'est-à-dire que tu donnais de façon figurée un boulon, mais quand on voit par exemple que la plupart des semi-conducteurs aujourd'hui sont fabriqués à Taïwan, ces usines-là sont dans des usines qui sont dans des zones de Taïwan avec très peu d'eau, et que ça consomme de l'eau, et qu'en fait, à cause d'une sécheresse, en fait, on a fait venir de l'eau pour faire continuer la production, mais en fait, ça a bloqué des industries entières, des chaînes de valeur entières, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, notamment dans l'aéronautique, mais surtout dans l'automobile. Et c'est ça qui est dingue, on parle de semi-conducteurs, donc des petits carrés, quoi. Certes assez complexes, mais ça c'est quand même assez dingue. Et puis deuxième aspect, alors effectivement, tu prends l'exemple d'Airbus, mais je pense que quand on parle d'économie circulaire, il faut aussi qu'on ait cette notion de sens, c'est-à-dire il faut quand même se mettre d'accord sur le fait que continuer à construire des avions, même si j'entends bien que dans les autres continents, ils en ont besoin, etc., parce qu'ils ont moins d'infrastructures, je pense qu'il faut quand même aussi garder en tête qu'il y a des limites qu'on a largement dépassées, qu'il va falloir aussi peut-être faire décroître certaines industries comme l'aéronautique, non? Alors, oui, mais attention à ne pas avoir un bouc émissaire qui masque tout le reste. Et je ne suis pas pour, évidemment, la croissance sans contrôle du transport aérien et donc derrière la construction d'avions neufs. Mais aujourd'hui, acheter des matériels électroménagers en grande quantité avec des taux de renouvellement qui ne se justifient pas et peut-être tout aussi grave, je ne suis pas capable de le mesurer, mais je suis capable au moins de le poser le débat. Et moi, je voudrais qu'un jour, on se pose la question sur pourquoi on a des réfrigérateurs qui ne durent pas 20 ans, pourquoi la machine à laver, l'increvable, chacun pourra chercher sur Internet, qui était capable de tenir 50 ans, n'a pas pu exister. C'est-à-dire, on avait interviewé Christopher sur le sujet. Ah, génial. Je la réécouterai. Au moment où tu t'installes, t'achètes ta machine à laver et elle t'accompagne toute ta vie. Peut-être qu'il fallait un autre modèle économique. Donc là, on renvoie vers le politique qui doit changer les règles, notamment. On a des règles comptables et la construction du PIB est faite sur les flux de vente à l'unité et non sur le maintien du stock. Ce sont les travaux de Walter Stahel sur lesquels je reviendrai. Mais techniquement, mentalement, nous pouvons et nous devons changer nos mentalités, nous devons changer nos modèles économiques pour finalement acheter une machine à laver qui dure 50 ans. Et c'est tout aussi important que de revoir la construction des avions. Et ça, c'est un enjeu majeur sur lequel il y a très peu d'expression publique, politique peu, et médiatique quasi nulle. Mais c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que une fois que les gens comprennent toute la puissance finalement des logiques, non seulement d'éco-conception comme tu viens de le faire, mais surtout des réemplois, de réparation de ce qui est là. On le voit par exemple avec des acteurs comme Murphy en France qui commencent à faire des publicités à la télévision. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une montée en puissance de ces alternatives. Ce qui m'intéresse là, c'est quand même faire comprendre aux gens que le réemploi, c'est aussi faire travailler des gens autour de chez soi, éviter l'extraction de ressources à l'autre bout du monde, etc. Si on continue sur l'exemple des machines. Et donc, on ne peut plus du bon sens, quoi. Oui, mais on s'appuie sur le changement de comportement du consommateur. Or, les chercheurs commencent à expliquer que ça ne va pas se faire comme ça. On aura une frange de 1 ou 10% qui effectivement changera, et puis une autre qui se satisfera de voir un influenceur grimper l'Everest. Chacun aura vu
le délire de l'image médiatique qu'a pu porter cet influenceur à laisser croire que c'est le monde de demain. Pour revenir sur ta question, et pour parler notamment de Murphy, si on ne change pas structurellement nos modes de comptabilité, nos systèmes organisationnels, etc., Smurfy aura une place, mais ne sera pas, lui et les autres, un transformateur en profond du système. La comptabilité aujourd'hui du PIB de la nation privilégie la vente d'un lave-linge ou un réfrigérateur neuf. La réparation ou acheter d'occasion, ce sont des flux financiers moindres, et donc c'est moins de reconnaissance de la puissance économique de la France. Si tout le monde venait à réparer, et encore plus à réparer par soi-même, les réfrigérateurs plutôt que de les acheter, on perdrait peut-être 1 point de PIB. Je n'ai pas fait le calcul. Ce qui est assez aberrant, puisque d'un côté, on fait une protection, on a un meilleur pouvoir d'achat individuel, mais de l'autre, dans les comptes de la nation, il n'y a plus de vente de réfrigérateurs, de lave-linge, et donc, il n'y a plus de capteurs de création de richesse, et on dit, la France, elle en recule sa richesse. Et ça, ce sont les travaux de Walter Stahel, qui datent de très longtemps. Hein. J'invite les uns et les autres à se procurer le livre Les limites du certain, écrit en 1989, et qui explique que nous devons travailler sur notre stock. C'est la richesse, c'est le stock que nous avons, un peu comme un lac sur lequel nous maintenons sa qualité, sa performance, son niveau, plutôt que ce qui se fait actuellement. Les richesses, elles sont comptées sur une rivière qui regarde combien de flux passent, et on dit, oui, il y a beaucoup d'eau qui est passée, sauf que elle est partie, quoi. Elle s'attrape pas. Alors que le stock, le lac, est une force. On sait qu'il est là, et le jour des disettes, on sait se retourner vers ce lac pour trouver les matières premières, les composants. Et en temps de guerre, la Russie, malheureusement, que je dénonce évidemment dans son agression et dans la guerre qu'elle provoque, a détourné les microprocesseurs des lave-linges pour les réutiliser dans des matériels militaires pour faire la guerre. Donc on voit bien que la Russie, n'ayant plus accès à l'extérieur, a regardé dans son stock ce qui était disponible. C'est un mauvais exemple sur l'objectif qui a été mis en œuvre, mais c'est exprès que je l'utilise pour amener chacun à se dire, mais finalement, au bout de 150 ans de développement et 50 ans d'hyperconsommation, est-ce qu'autour de nous, nous n'avons pas déjà une grande partie des objets, des composants dont nous avons besoin, et comment on construit une économie là-dessus? Là, c'est une autre échelle. Hein. Là, vraiment, le politique devrait complètement changer les règles qui valorisent la puissance d'un pays et la performance économique, le fameux PIB. Et justement, tu fais une transition parfaite sur ma prochaine question, c'est de tout ce que tu évoques, là, on se rend bien compte que le frein, il est également culturel. Si justement tu avais une espèce de pouvoir divin, quel changement, qu'est-ce que tu ferais pour que justement ce changement de culture opère vite? Oh là, la question. Un pouvoir divin. Non, déjà, mais j'en sais rien, mais une baguette magique. Une baguette magique, on va appeler ça comme tu veux, mais je veux dire par là, faire en sorte que dans l'état d'esprit des gens, réutiliser, réparer, faire avec ce qu'on a déjà, ça devienne évident. La baguette magique, elle s'appelle changer notre comptabilité. On a travaillé à l'INEC avec Compta Durable et un ami que je regrette qui est disparu il y a juste un an, Hervé Bégaud, sur la comptabilité des 3 capitaux, le modèle CARE. Et l'idée, c'est oui, il faut compter d'un point de vue performance économique, mais il ne faut pas passer à côté mais est-ce que je crée de la performance environnementale et est-ce que je crée de la performance sociale, et est-ce que cette performance environnementale et cette performance sociale, je peux la traduire en une unité qui s'appellera euro, et je l'agglomère avec ma performance économique, et à la fin, j'ai peut-être une moindre performance économique, mais comme j'aurai des très bonnes performances environnementales et des très bonnes performances sociales, mon bilan
d'intérêt global, le fameux développement durable, le développement soutenable, est plus puissant que celui qui aura peut-être une très bonne performance économique, mais aura détruit de l'environnement, aura détruit du social. Et ma baguette magique s'appelle donc comptabilité des 3 capitaux, modèle CARE, il y a quelques autres modèles qui existent. C'est ça l'enjeu de demain. Il faut savoir compter ce qui compte, et ce qui compte, c'est bien ce qui est réel, c'est-à-dire le capital humain et le capital environnemental. Ajoutons-y, parce que c'est notre modèle de société, le capital économique, mais ne passons pas à côté des 2 capitaux les plus importants. Et c'est, si j'avais le pouvoir divin, comme tu le dis, ou la baguette magique, c'est placer ceci au niveau de la France, de l'Union européenne, ça serait déjà très très bien. Le monde pourrait ensuite bouger et intégrer ces modèles de comptabilité. Et la suppression du PIB comme indicateur, comme disons même comme alpha et oméga de toutes les politiques publiques, qu'est-ce que tu en penses? À titre utopique, oui, mais à titre politique, je reviens sur les travaux de la députée Eva Sas, qui a été réélue en 2022. Elle avait eu un trou de 2017 à 2022, et je salue Eva, qui a été réélue en juin, députée écologiste, et qui a permis de demander à ce que l'État se dote d'autres indicateurs à côté du PIB, et que à chaque fin de octobre soit publié en même temps la situation du PIB français, d'autres indicateurs qui explicitent ce que je viens de dire. Où en sommes-nous par rapport aux enjeux sociaux? Où en sommes-nous par rapport aux enjeux des limites planétaires? Cet indicateur n'a été publié qu'une seule fois, en octobre 2016. Puis il y a eu un changement politique en 2017, et depuis, cet indicateur, qui est obligatoire et qui est inscrit dans la loi, n'est plus publié. Okay. Ces indicateurs, parce que ce n'est pas qu'un seul. Donc, l'utopie voudrait qu'on change de PIB, il est là, il est mondialisé. Complétons-le déjà, et surtout faisons fonctionner ce qui existe déjà. C'est aussi une forme d'économie circulaire avant de réinventer les choses. Regardons ce qui est disponible, que ce soit physique ou que ce soit déjà en termes de construction. L'article 74 a modifié, la loi Eva Sas à mettre en œuvre, d'autres lois d'autres règles qui sont en place et qui ne sont pas mises en œuvre ou qui sont à ajuster avant même de les inventer. Et par rapport à toute cette notion, enfin ces indicateurs, etc. Qu'est-ce qui te semblerait le plus... Enfin, tu as évoqué toute cette triple comptabilité par rapport aux entreprises. Aujourd'hui, la plupart du temps, elles sont toujours concentrées sur l'évolution de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices. Est-ce que tu penses que ce véritable changement de comptabilité, ça pourrait vraiment les perturber? Est-ce que tu penses, par exemple, la CSRD peut déjà être un premier pas vers ce changement? Alors évidemment, la CSRD et les autres engagements plus anciens, la RSE, etc., sont si elles sont respectées par rapport à ce qu'elles sont. Il y a déjà, on voit qu'en Italie, ça commence à être remis en question. Voilà, oui, remis en question. Et puis même, il y a des moyens... de toute façon, l'homme est comme ça. Il a des moyens de détourner ce que est exigé par la société ou par le pouvoir politique. Depuis la nuit des temps, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale en est une démonstration, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit, mais c'est pas l'esprit que le législateur a voulu lorsqu'il a mis en place des impôts, que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. De la même façon, la CSRD, je pense que chacun doit comprendre que c'est coûteux en temps, coûteux en énergie, coûteux évidemment en argent, mais que c'est mieux se connaître et se renforcer. Presque un parallèle avec les offres sur l'individu. On voit de plus en plus d'offres, des retraites spirituelles, des livres qui invitent à repenser notre place dans la société en tant qu'individu. Et on voit que ça marche très très bien. Il faudrait que ça marche tout aussi bien, la CSRD.
qui elle est beaucoup plus structurée et carrée que peut-être certaines formes de retraite spirituelle au fin fond de je ne sais quelle campagne. Mais elle relève de la même chose, c'est-à-dire qu'elle permet de réinterroger l'entreprise, son modèle, et finalement de la solidifier et d'être plus à l'aise. Et elle passe effectivement par un premier temps difficile, parce que cette remise en cause personnelle, quand c'est une retraite spirituelle, ou cette remise en cause d'entreprise, est toujours douloureuse, parce qu'on croyait bien faire, on croyait que on développait correctement notre entreprise, que on était en phase avec notre ambition de pas détruire l'avenir de nos propres enfants, parce que c'est quand même un petit peu l'enjeu. Hein. Mais une fois passé cette démarche, cette phase douloureuse, il y a la consolidation et finalement une satisfaction. Donc oui, la CSRD, et puis après, chacun peut développer ses propres approches en la matière. Tu as donné tout à l'heure un exemple sur cette entreprise qui n'a pas besoin de la CSRD, qui a travaillé avec vous et qui, in fine, a décidé d'ouvrir un département de reconditionnement. Oui, tout à fait. Et justement, si on vient à ces 12 années vraiment d'investissement sur l'économie circulaire, quel a été pour toi l'événement le plus marquant ou qui t'a le plus surpris sur ces 12 dernières années? Alors, je vais pas répondre à ça parce que je veux toujours projeter. Où je dirais le plus marquant, c'est depuis que j'ai retrouvé du temps dédié assez largement sur l'économie circulaire depuis que je suis plus député, parce que député, je l'ai pas dit tout à l'heure, les parlementaires, les politiques, on est hyper sollicités. Hein. Si un matin il y a la une du Parisien qui parle du désarroi des coiffeurs, on viendra demander à tous les députés qu'est-ce qu'ils pensent du désarroi des coiffeurs. Ça concerne peut-être quelques députés, mais peut-être pas les 577. Donc, on est hyper sollicité. Mais donc, à chaque fois, tu es obligé de répondre. On est au moins en pression. Et donc, la pression, c'est du temps de cerveau. Aujourd'hui, on fait abstraction. Et c'est normal, parce que des coiffeurs, vous en avez dans votre circonscription. Ouais, bien donc, sûr. Donc, tu te dis, ah oui, il y a un problème chez les coiffeurs. Je vais me précipiter à essayer de voir, peut-être appeler mes coiffeurs, mon réseau de coiffeurs local. Bon, bref. On est quand même les représentants d'un territoire, et ce territoire, il est composé d'une foultitude de citoyens, d'entreprises, d'enjeux. Et donc, quand il y a un enjeu qui apparaît, j'étais moins concerné quand on parlait des moniteurs de ski à la montagne, hein, mais plus concerné si on avait eu à parler des coiffeurs, ou lorsqu'on a parlé de la difficulté des boulangers. Oui, j'avais pas vraiment de réponse, mais oui, il faut que je m'en inquiète, il faut que j'appelle le boulanger ou la fédération, etc. Et donc, vous voyez, hein, ça fait 2 minutes que j'en parle, j'ai pris du temps de cerveau qui est nécessaire, puisque c'est le rôle du député. Bien sûr. Depuis 2 ans, je regarde, je suis attentif, mais c'est pas mon engagement. Mon engagement, c'est sur l'économie circulaire. Et ce que je veux répondre à ta question, évidemment, c'est cette société savante, et c'est projeter une nouvelle étape sur l'économie circulaire. D'ailleurs, à Bruxelles la semaine dernière, donc fin septembre 2024. Dans ces thématiques économie circulaire fortes, des voix se sont élevées sur faut-il changer le terme économie circulaire, la sémantique économie circulaire, parce qu'elle n'est pas accrochée à un indicateur. Et donc, je crois que le cran ce que je retiens, c'est allez, pour symboliquement répondre vraiment précisément à ta question, il y aura eu un avant et un après à la publication par l'ADEME de son dernier feuilleton de transition 2050 prospective sur la neutralité carbone. Son dernier feuilleton, c'est une étude avec les 4 scénarios. Oui, c'est le fameux transition 2050 avec les 4 scénarios, le scénario frugal, le scénario territorial, le scénario techno et le scénario régénératif. Hein, les 4 scénarios de l'ADEME, très contrastés, permettent aux politiques, aux dirigeants, de voir comment on atteint la neutralité carbone. Et leur dernière publication de février 2024 s'appelle Empreinte carbone, empreinte matière. Et elle réinterroge les 4 scénarios sur, mais finalement, est-ce qu'on aura assez de matières premières pour atteindre la neutralité carbone? Et ils reviennent sur l'empreinte matière. Chaque Français, c'est 20 tonnes par an et par personne. Quand les scientifiques nous disent il faut arriver en 2050 à 5 tonnes.
l'ADEME fait le constat de ces 4 scénarios et le frugal, qui est donc celui qui consomme le moins, descend à 14 tonnes. Quand les scientifiques vous disent 5-6 tonnes. Donc l'ADEME dit waouh, j'ai un problème. Houston, we have a problem. J'allais dire, les 2 premiers sont pas physiquement réalistes. Et les 3 autres scénarios sont au-delà, ils sont autour de 18-20 tonnes. Donc ils ne descendent pas notre rapport à l'hyperconsommation de matières premières vierges. Et l'ADEME conclut en disant il nous faut trouver un scénario à 10 tonnes pour 2050. Donc 10 tonnes par an et par Français à 2050. Il laisse tomber l'objectif des scientifiques en disant il est inatteignable à 2050. On verra ça après. Mais forçons-nous à aller encore plus loin que le meilleur de nos scénarios qui, lui, s'arrête à 14 tonnes. Et donc, pour répondre en une phrase à ta question, c'est le moment fondateur d'un changement profond de notre relation à notre modèle économique et de consommation, et donc à l'économie circulaire. Donc, soit l'économie circulaire raccroche cet indicateur d'empreinte matière, soit autre chose va émerger parce que nous ne pouvons pas échapper au réel qu'est cette planète, toutes les comptabilités que nous pouvons avoir, tous les faux semblants que nous pouvons créer. La planète n'en tient absolument pas compte et elle avance dans sa transformation et dans son bouleversement qui rendra l'avenir de plus en plus difficile. Donc, rapprochons-nous au réel sur la notion d'empreinte matière. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, chez Circulab, depuis 1 an, on parle même de plus en plus de post-croissance, parce qu'il y a toujours cette corrélation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, entre consommation de matière et croissance du PIB. Et l'idée, c'est de dire, mais non, effectivement, comme l'évoquent aussi pas mal de personnes comme Timothée Parric, etc., mais sortons de ce paradigme pour vraiment atterrir en fait sur ce qu'on a déjà et faisons en sorte de faire mieux avec moins. Ce sera déjà pas mal. Et petite anecdote, parce que je me souviens quand on était venu te voir avec Justine à l'Assemblée, pour conclure un peu l'entretien, tu nous avais dit un truc qui m'avait marqué. C'est que tu nous avais dit, dans ma génération, quand on était jeune, on disait, on gueulait nos futurs. Et mais on n'y pensait pas trop, quoi. Et finalement, est-ce que tu penses que ta génération, non seulement elle gueule plus vraiment nos futurs, mais est-ce que tu penses que ta génération, comment dirais-je, elle pourrait revenir de ça, mais surtout s'investir de plus en plus sur comment dirais-je, sur ces sujets-là, parce que aujourd'hui c'est plutôt ta génération qui a le pouvoir, que ce soit économique ou politique, même si évidemment c'est toujours difficile de faire des combats de génération, c'est pas trop l'idée, mais je repartais de cette anecdote parce que justement ça m'avait marqué le fait de dire mais on disait nos futurs sans le penser, alors que maintenant on est vraiment en train de se poser la question, est-ce que l'humanité a un futur finalement? L'humanité a un futur. Un père-grand-père que je suis ne peut que le vivre, et même espérer vivre le plus longtemps possible, parce que je suis pas fondamentalement angoissé du futur. Il y aura des tensions, notre vie, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, est faite de moments violents et de reconstruction derrière. De la même façon, l'humanité aura des moments violents, mais une très belle reconstruction derrière. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Et pour parler de génération, ça va me permettre de parler de Walter Staël, il y a 2 écoles dans le monde de la recherche de l'économie circulaire. Il y a Boulding et Staël. Walter est un professeur suisse encore vivant, et je finalise d'écrire avec lui sa version française de son approche de l'économie circulaire. Ça parlera économie circulaire industrielle, mais quand on regarde dedans, c'est bien une autre façon de penser. Il a 80 ans. Il a commencé dès les années 70, Boulding c'est les années 60, 70 également. Il avait effectivement écrit en 1976 le rapport fondateur pour la Commission européenne de lancer un modèle d'économie de boucle au pluriel qui finira par le terme économie circulaire. Mais surtout, Walter n'est pas dans la meilleure des formes physiques. À 80 ans, on peut l'imaginer. Il a une fraîcheur dingue, et il a une vision et une confiance dans la capacité de construire un avenir, à condition
que l'on change complètement notre rapport. C'est lui qui a conceptualisé cette notion de stock, et il faut travailler sur les stocks, il faut avoir un lac qui soit maintenu et qui soit préservé de toute dégradation, plutôt que de se focaliser sur une économie faite de flux type la rivière ou le torrent qui passe, mais qui ne laisse rien. Et il a conceptualisé une approche en 3 périmètres. On appelle ça le domaine de R, c'est-à-dire on travaille sur les objets, on se donne l'obligation de les faire vivre le plus longtemps possible, d'intensifier leurs usages, leurs composants. On travaille sur un deuxième domaine, le domaine de D, c'est-à-dire là, on se focalise, parce qu'on ne peut plus rien faire avec l'objet, à récupérer au mieux les molécules, les atomes, et pour les réinjecter dans le système. Et par-dessus tout ceci, on a une approche, il appelle ça économie de performance, qui est l'économie de la fonctionnalité, de l'usage. On a une approche où on découple la notion de propriété de la notion d'usage, chacun le comprendra très bien, et on déploie 1000 astuces pour avoir un travail efficient. Eh bien, ce que je veux dire en conclusion, sans parler de génération, c'est que oui, à Bruxelles, il y avait des très jeunes chercheurs et des beaucoup plus âgés. Oui, on a la base, les travaux de recherche pour apporter des transformations qui répondront à ces enjeux. Et donc, moi, je suis assez confiant dans le futur. Simplement, ça va être assez brusque. Malheureusement, on a connu quelques tensions brusques, des guerres, des épidémies. Eh bien, c'est un peu la même chose qui va se passer. On va être inquiet un moment. Et puis derrière, autre chose se construira que le modèle actuel qui, lui, ne peut pas perdurer. Les événements provoquent toujours des changements, d'autant plus s'ils sont forts, les événements justement amènent ces changements culturels et ces changements de façon de considérer le monde. Donc je pense qu'effectivement, on peut te rejoindre là-dessus. Et 2 petites questions pour terminer notre entretien. Un petit peu les Madeleines de Proust dans ces épisodes. Si tu devais te recroiser au moment de ton élection, de ta première élection en tant que député, avant justement de créer notamment l'Institut national de l'économie circulaire, quels conseils tu te donnerais? Oui, j'y ai pensé, évidemment. C'est d'évacuer tout ce qui peut m'empêcher ou empêcher mon action, plus exactement, sur la mise en œuvre des enjeux de l'économie circulaire. Je m'explique. En novembre 2013, nous avons produit 2 notes qui sont fondatrices, dont une qui est pour France Stratégie et l'autre pour le gouvernement, donc de très haut niveau. Et j'aurais dû garder en permanence au cours du temps, on aurait amélioré ces notes, mais la permanence pour que ces notes soient prises en considération. Et ces notes étaient les préludes de ce que j'ai dit sur l'empreinte matière. Donc ça fait 11 ans maintenant qu'elles sont au sein du gouvernement et elles ne sont toujours pas intégrées dans les politiques publiques. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens, ce que j'ai réveillé pour moi et publiquement, avec la tribune sur la remise en cause des REP, du système de responsabilité élargie du producteur qui est tourné vers l'objet. Or, demain, il faudrait être tourné vers les ressources et on devrait mettre en place plutôt des responsabilités élargies du producteur de matières premières qui doit faire en sorte que la matière première, lorsqu'elle est mise dans le système, elle n'est pas perdue et qu'elle revienne, que ce soit du cuivre, que ce soit du plastique. Alors le cuivre, c'est pour la raréfaction, le plastique, c'est pour la protection de l'environnement. Et donc, on voit bien que c'est un virage à 180 degrés qu'il faut mettre en œuvre dans notre relation aux objets, dans notre relation à la matière et revenir finalement sur le réel. La planète, elle ne sait pas que ce qui a été arraché, c'est une table, c'est un avion, c'est une chaussure. On lui a arraché de la matière. Par contre, ce qu'elle sait, la planète, si elle était philosophiquement avec une forme de pensée, c'est comment ça revient, comment je le récupère. Or, nous avons mis des systèmes qui sont pas en phase avec le réel, c'est-à-dire avec les cycles naturels
de la planète. Oui, complètement. Et dernière question, tu as évoqué des petits-enfants. Comment tu leur parlerais justement quand ils auront peut-être une vingtaine, trentaine d'années de tout ton engagement? Pourquoi tu t'es engagé sur cette économie circulaire forte finalement à un moment où il y avait relativement peu de monde dans le pays qui s'occupait de ce sujet-là? Alors, aucun intérêt de parler de ça. Ah, ok. Ni à mes enfants, petits-enfants, ni au micro. Euh, non, c'est plutôt venir ici, accompagner et être enthousiaste, les yeux qui brillent. J'ai échangé avec un gars que je connaissais absolument pas en visio. J'étais abasourdi dans sa façon de repenser complètement le leasing des parcs informatiques. C'est ce qu'il fait. Si on le déployait à grande échelle, on résoudrait une part notable. Mais quand je dis notable, qui est vraiment mesurable des enjeux de notre économie française. Donc, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, pas d'expliquer pourquoi j'y suis arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'étais engagé, tout simplement? Mais pourquoi je me suis engagé? Non. J'entends. Je sais absolument pas ce qu'il vote, je ne sais rien de sa vie, mais je sais que ce qu'il met en œuvre à son échelle est un modèle que je vais aller voir fin octobre à Toulouse, et je vais citer, c'est l'EasyTIC, LEASETIC. Je vais aller voir pour d'abord soutenir, mais aussi pour m'en inspirer, venir le proposer à d'autres dans des cadres de recherche, etc., pour que ce soit en open access. Et c'est ça que, je veux dire, et que chacun soit dans sa passion, s'engage, prenne, c'est plutôt vous dire, vivez votre passion. Si j'avais quelque chose à dire à vous, à mes enfants, petits-enfants, c'est vivez votre passion et que elle vous porte. Bien plus que d'expliquer ce qui m'a déclenché quand j'avais 15 ans de moins. Ok, très clair. Et est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à notre entretien, un élan que tu aimerais partager, un petit peu comme tu viens de le faire avec cet exemple de Toulouse? Oui, merci. C'est la pensée supply chain. Alors, la supply chain, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Comme on est dans des systèmes qui vont être complètement bouleversés, aujourd'hui, l'enjeu est de monter en expertise sur la supply chain et travaille notamment avec France Supply Chain, avec la société Sitwell, Mobile. On salue Anaïs au passage. Anaïs, effectivement, on salue Anaïs sur le concept de supply chain circulaire. Et pour résumer en une phrase, la supply chain linéaire, ça part de la mine, on transforme en métal, on fabrique le lave-linge. Donc, on a 3 mines, on a 30 fabricants de lave-linge, on a 300 entrepôts en Europe, on a 30 000 points de distribution de lave-linge, mais peut-être même que 3 000, mais on a plusieurs 300 millions de lave-linge dispersés. Donc, c'est super facile à organiser. La supply chain circulaire, c'est de garder ceci, mais en même temps, de ne jamais perdre de vue les 300 millions de lave-linge dispersés en Europe et de savoir, comme le fait Murphy, les réparer, les récupérer, les reconditionner, les refabriquer et les revendre, de dialoguer avec ces 300 millions d'utilisateurs. Donc, ce sont des multiples boucles. Et donc, c'est un tout autre système. Or, structurellement, notre société est fondée sur de l'hyperlinéaire, même notre construction mentale individuelle. Hein, et elle n'est pas fondée sur ces multiples boucles. Et donc, on a des travaux de recherche, notamment avec le Cretlog, avec Fouzia Ounard et Patrick Pugeot, qui essayent de bâtir des éléments, un livrable que nous remettrons pour faire monter en compétence les uns et les autres, d'abord les acteurs économiques, hein, évidemment, mais aussi le monde politique, sur ça va pas être si simple, mais encore une fois, nous avons des chercheurs, nous avons des entreprises engagées qui sont en train de construire les réponses et il faut s'appuyer dessus pour cette transformation. Ok. Eh ben, un grand merci François-Michel pour ton temps et puis bonne route à toi. Merci, bonne route à toi et à Circulab. C'est primordial ce que vous faites parce que la diffusion est cruciale dans cette transformation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt.